Je m'appelle Salvador et j'ai écrit un livre que je pense a un certain rapport avec les Gilets jaunes. C'est pour ça que je vous le présente, mais il ne parle pas que de ça. Donc vous dites que votre livre parle des Gilets jaunes, mais il aborde tous les sujets, puisque j'ai pu voir qu'il abordait la religion, tout ce qui était l'argent enfin, dans le monde, que l'argent domine le monde ou quoi. Est-ce que vous pouvez quand même me parler un petit peu sur ce qui va concerner les Gilets jaunes, dans un premier temps? En gros, quand j'ai commencé à écrire ce livre, il traitait sur plein de sujets. Et quand ma fille l'a lu, ma fille était à fond sur le problème des Gilets jaunes, et elle a trouvé qu'il y avait beaucoup de points qui avaient des rapports avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont des gens, je pense, assez modestes et avec des revenus, avec des petits revenus, qui travaillent 5 jours par semaine, 8 heures par jour, et qui ont l'impression de faire que deux choses dans leur vie, c'est travailler et payer des factures. Et quand ils s'adressent au gouvernement pour demander des choses, le gouvernement dit que les caisses sont vides et qu'il faut même leur faire comprendre que si c'est comme ça, c'est un peu à cause de nous, la base, parce qu'on a toujours été trop assistés. Et dans mon livre, je pense expliquer que ce n'est pas vraiment le cas. Si les caisses sont vides, parce qu'effectivement elles sont vides, ce n'est pas la base qui les a vidées, ce sont plutôt d'autres personnes. Depuis 30 ans, on peut dire, on n'a pas entendu une seule fois à la télé ou à la radio parler de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, de baisse de budget des hôpitaux, de budget des écoles. Alors que la dette, ça grandit. Nous, à la base, on paye plus d'impôts, on reçoit moins de prestations, et pourtant, rien ne se règle. Et dans mon livre, j'explique que l'origine est autre. Et elle remonte au moins aux années 70. Dans les années 70, la France empruntait à la Banque centrale à des taux zéro. Et on ne sait pas pour quelle raison, à un moment ils ont décidé de ne plus faire comme ça et d'emprunter à des banques privées. Et ce coup-ci, en payant des dettes assez conséquentes. Ces dettes s'élèvent actuellement, chaque année, à presque 40 milliards d'euros. Pour une dette de plus de 2200 milliards d'euros qu'on doit actuellement aux banques. 2200 milliards d'euros, c'est ce qu'on gagne en une année. Depuis les années 70, on a payé 1700 milliards d'euros d'intérêts pour une dette de 2200 milliards. Je pense qu'une grosse partie de notre déficit est due à ces intérêts qu'on paye aux banques. Il faudrait envisager autre chose. Et un autre point qu'on peut aborder, qui est bien plus important, c'est ce qu'on appelle les niches fiscales. Chaque année, l'État rembourse 100 milliards d'euros à des grands patrons, à des sociétés, à titre exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils payent leur impôt, et là, on ne peut pas leur reprocher de payer des impôts, mais après, ces impôts, une bonne partie des impôts leur sont remboursés. Entre les intérêts qu'on paye aux banques et l'argent qu'on rembourse des niches fiscales, ça remonte à 140 milliards d'euros. Pour une dette, un déficit de 70 milliards d'euros. Je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'on devrait chercher pour rétablir la situation financière de la France, qui est, ceci dit, est, je pense, catastrophique. D'ailleurs, je ne sais même pas si un jour on pourra rembourser de telles sommes. Alors, vous parliez sur ce livre, vous parlez aussi de la manipulation des personnes. Dans le livre que j'ai écrit, je ne traite pas que de ça, je traite de tas d'autres sujets. Et la première partie, assez importante, c'est je parle de la manipulation. Manipulation au niveau, dans l'histoire, dans la religion et dans la politique. J'explique comment on peut, par manipulation, arriver à faire
faire aux gens des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et lors de la guerre, la première invasion du Koweït, qui connaissait Saddam Hussein? Personne. Et pourtant, 15 jours plus tard, tout le monde le haïssait. Comment les médias sont-ils arrivés, en seulement 15 jours, à que toute la population haïsse Saddam Hussein, ne sachait pas qui il était? Ceci dit, je n'ai jamais dit que Saddam Hussein était un tyran, mais totalement ignoré de la population. En 15 jours, les médias ont réussi à manipuler toute la société pour qu'on haïsse ce personnage et qu'on appuie l'invasion américaine du Koweït et de l'Irak. Donc là, par contre, est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé le 11 septembre aux États-Unis a été un étrier, enfin, je veux dire, a permis aux États-Unis d'avoir une liberté beaucoup plus pour envahir le Koweït? Le 11 septembre, ce qui s'est produit aux États-Unis est un grand exemple de manipulation. Les Américains ont exploité au maximum ce qui s'est passé là pour faire ce qu'ils avaient déjà prévu de faire longtemps avant. L'invasion de l'Irak était dans des dossiers américains, les plans étaient déjà prévus, mais ils ne savaient pas trop comment faire ça, comment expliquer ça à leur population. Le 11 septembre, ce qui s'est passé le 11 septembre a été pour eux, bon, ça a été catastrophique, mais ils ont exploité la situation pour convaincre les gens que l'invasion de l'Irak était quelque chose d'utile. Avant le 11 septembre, on n'a jamais entendu parler d'un terroriste irakien. Il n'y en a jamais eu de terroriste irakien. C'est après le 11 septembre, quand les Américains, après l'Afghanistan, se sont pris à l'Irak, qu'on a commencé à avoir des cas de terroristes irakiens. Ce qui veut dire que ça, en réalité, qu'est-ce que les Américains voulaient pratiquement avoir la main mise sur le pétrole? La seule chose que les Américains la seule chose qui pouvait intéresser les Américains en Irak, c'était le pétrole. C'est clair. Soit le prendre et le vendre pour eux, soit au contraire limiter la production de pétrole irakien pour mieux vendre le leur. Mais pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas, mais c'est uniquement pour le pétrole. C'était qu'une question économique. Que Saddam Hussein soit un dictateur, il y en a des dizaines de dictateurs dans le monde auxquels ils ne comptent même pas. Par exemple, au Yémen, il y a une guerre, une terrible guerre, où les gens, on dit que, par exemple au Venezuela, on dit que les gens ont faim. Au Yémen, les gens meurent de faim. Pourtant, aucun média en parle. C'est une guerre qu'on ignore. Pourquoi? Parce que les agresseurs sont un peu nos amis. Les agresseurs sont l'Arabie Saoudite. D'accord. Maintenant, vous parlez sur votre livre, vous abordez un sujet aussi sur Saddam Hussein, qu'on était en train d'aller chercher des armes de destruction massive. Oui. Pourquoi ils ont réussi à nous convaincre d'aller en Irak? Ils ont réussi à convaincre beaucoup de gens que Saddam Hussein possédait un stock d'armes de destruction massive. Ce qui était même pour tout le monde, et les médias qui sont au courant de tout, de le savoir, que c'était impossible. Depuis la première guerre du Koweït, Saddam Hussein était totalement encerclé. Il était surveillé. Ses fonds, ses financements étaient contrôlés. Comment aurait-il pu fabriquer des armes à l'insu de tout le monde? C'était impossible. Et pourtant, les Américains ont tout fait pour nous faire croire que la chose était vraie. On a envahi l'Irak. Je pense qu'il y en a qui parlent de 100 000 morts au total. Et tout ça uniquement pour une question économique. Pourquoi, d'après vous, les médias, chaque fois qu'un gouvernement me dit on va changer, les médias, est-ce que c'est pour garder leur place? On va dire que les médias, à l'heure d'aujourd'hui, pour parler de l'événement depuis 1 an et demi, sont pratiquement à la cause de M. Macron.
les médias, je pense, ont toujours été à la cause du gouvernement en place. La première chose que fait un gouvernement lorsqu'il rentre, dans le pays, c'est changer les PDG de tous les médias. Ils mettent à la tête des directeurs qui leur sont favorables. Les médias mentent, je ne crois pas qu'ils mentent. Seulement, ils filtrent les infos et ils disent très haut ce qu'ils veulent faire entendre et très bas ce qui ne leur convient pas. On peut dire la même chose de deux façons différentes. Mais les médias sont très forts pour ne faire entendre que ce qu'ils veulent qu'on entende. D'accord. Vous êtes d'accord qu'en réalité, il y a une énorme manipulation des médias. Manipule, disons, la masse. Ce sont les médias qui manipulent. Les médias, je pense que tout leur intérêt, enfin pour la majorité des médias, il y en a certains qui sont plus ou moins indépendants, mais pour les médias, les gros médias, tout leur intérêt est de parler dans le sens du gouvernement. S'ils veulent, si leurs dirigeants veulent rester en place. On parle de la conscience humaine. Pour moi, la conscience humaine, c'est juste la peur du jugement des autres. Lorsque nous-mêmes, on se fixe des règles, des lois et des limites à ne pas franchir. En cas de conflit, dans certains cas ou dans d'autres conditions, lorsque ces règles ne peuvent plus être appliquées ou on ne veut plus les appliquer, la conscience humaine change. Un homme dans une guerre, lorsqu'il réalise qu'il peut commettre des actes et que personne ne va le juger, cet homme, je pense qu'à l'intérieur de tout homme, il y a un animal qui sommeille. Cet animal se réveille et je pense qu'on peut dire qu'on est tous capables de commettre des actes assez abjects. Beaucoup de soldats qui sont partis à la guerre ont malheureusement fait de telles choses. Et une fois revenus dans leur pays, lorsqu'ils réalisent que les règles sont de nouveau installées, qu'il y a de nouvelles limites, et que peut-être des gens vont savoir ce qu'eux ils ont commis, savoir les atrocités qu'ils ont commis pendant la guerre, alors un grand sentiment de culpabilité les prend. Certains sombrent dans la dépression, d'autres dans l'alcoolisme. Et ces soldats, je ne parle pas de tous les soldats, mais ces soldats qui ont commis de tels actes pendant la guerre peuvent en arriver même au suicide. J'avais vu un reportage sur les soldats qui étaient revenus d'Afghanistan. Beaucoup sombrent dans l'alcoolisme et se suicidaient. En Afghanistan, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient sans aucune limite. Et c'est là où on a vraiment vu la nature humaine. Par exemple, on ne peut pas dire que les nazis, c'est une génération de dégénérés qui sont nés et qui arrivent à tels actes. Non, les nazis ont changé leurs propres règles, leurs limites, et sont arrivés à faire, dans une certaine logique, d'énormes atrocités. Mais c'est parce qu'eux-mêmes avaient poussé les limites plus loin. Les Hutus et les Tutsis étaient deux peuples qui vivaient ensemble depuis des décennies. Pourtant, d'un jour à l'autre, les règles ont changé et les uns ont massacré les autres à coups de machette. Alors que ce n'est pas des êtres à part, ce sont des êtres comme nous. Seulement, une fois que les règles ont changé, que les limites ont changé, l'homme est capable du pire. Il peut être aussi bien capable du meilleur que du pire. D'accord. On voit à l'heure actuelle, pour revenir un petit peu sur le sujet du moment depuis 4 mois, on voit que les violences policières qui sont ordonnées, on va dire, par M. Castaner, ont l'air de leur dire, du moment où vous avez un gilet jaune devant vous, cette personne n'est pas plus un homme, mais n'a plus de droit. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'à l'heure actuelle la police se dit? C'est pour ça qu'on voit que les violences sont de plus en plus importantes, en leur disant en réalité vous pouvez taper, vous serez impuni. Moi personnellement je pense que les CRS ont toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont programmés pour frapper les gens qui sont en face sans réfléchir. Et je crois qu'ils ont
pour les CRS, ils ont aucun cas de conscience, quoi. Ou si vous leur mettez devant, vous pourrez leur mettre des gens extrêmement violents, agressifs, vous pourrez leur mettre des gilets jaunes, vous pourrez leur mettre des enfants. À partir du moment où on leur dit de foncer, ils foncent, ils ne cherchent pas à comprendre. En ce qui concerne la politique actuelle, pour les CRS, ils ont tous été pareils. Par contre, je pense qu'actuellement, le gouvernement durcit au niveau des Gilets jaunes, dans le but peut-être d'essayer de les briser. Mais je pense que c'est une politique qu'ils ont adoptée. Je pense qu'ils sont dans l'erreur, parce que plus on frappe fort, plus ça revient fort.